Bonsoir tout le monde. C'est super beau de vous voir discipliné comme ça. C'est super silencieux avant qu'on commence. Merci. Bienvenue à tout le monde pour cette conférence ICM Section Amos. Juste avant d'aller plus loin, il y en a quelques-uns qui viennent juste d'arriver, qui ont eu leur coupon. Le serveur est là, c'est le temps. Levez la main pour qu'ils viennent prendre votre commande. Bon, je vais continuer avec les messages pendant le service des choses importantes comme ça. Je me présente, Robert Cloutier, président de la section ICM Amos. Une feuille de présence circule. C'est important de la signer. Ça me permet de maintenir à jour la liste des gens pour les invitations. Puis ça me permet aussi de vous envoyer le PDF de la présentation. Le PDF, je l'envoie seulement aux gens qui sont présents à la conférence. En passant, il y a une boîte à l'entrée, une petite boîte brune qui est ouverte. Ça sert à recevoir vos cartes d'affaires. Si vous participez pour la première fois aux conférences, ça vaut la peine parce que souvent, j'ai de la difficulté à lire les adresses courriels puis vous ne recevez pas les courriels. La conférence est web diffusée en direct et restera disponible pour visionnement sur notre page Facebook ainsi que celle de Médiaté. Merci François pour le service de web diffusion. En passant, merci aux commanditaires avant d'aller plus loin. Sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait là. Donc, particulièrement Abitibi Géophysique, SMR. Il manque le paraposte de Amel Arpentage, ASDR, puis ASDR, entre autres, qui nous permet de faire la web diffusion. Encore une fois, là, un gros merci. Sans vous autres, on ne serait pas capable de faire nos activités. Je vous invite aussi à aller visiter notre page Facebook, ICM Amos. J'essaie à tous les jours de mettre les principales nouvelles dans le secteur minier. J'essaie réellement à tous les jours de mettre au moins une bonne nouvelle. Mais comme je dis souvent, de ce temps-ci, c'est beaucoup plus facile. L'année passée, c'était difficile. On est rendu au moment d'éteindre le cellulaire. La conférence de ce soir est donnée par M. Valère Larouche et Varun Ganezou. M. Larouche a gradué à l'UQAT en génie géologique en 1983. Il a plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation minière souterraine. De 1984 à 1998, il a gravi les échelons de géologue de production à chef géologue aux mines Copper Run et portage à Chibougamau. De 1998 à 2000, il a été agent minier en développement économique. De 2000 à 2007, il a fait de la gestion de projet dans le domaine ferroviaire et dans la construction dans la région de Montréal. De 2007 à 2014, il est retourné dans le domaine minier comme chef géologue dans les mines Copper Run, Corner Bay, Géant-Dormant, Lac-Arbin et Véza. En 2015, il a occupé le poste de chef géologue pour Corporation Aurifère Monarque, notamment sur le projet Croix-Nord. Depuis la fin 2015, il est revenu à la mine Véza en tant que chef géologue, puis en février 2017 comme surintendant des services techniques. Monsieur Ganezou a fait ses 3 premiers stages comme ingénieur à la mine Langlois de Nearstar en contrôle de terrain, planification et opération sous terre. Pour son 4e stage en forage-sautage à la mine Véza d'entrepreneur minier Promec, où il est présentement ingénieur junior en mécanique des roches et en forage-sautage. Merci. J'ai jamais mis ça. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Pour changer,
ce soir, on va présenter la mine Vesa, sa géologie et son exploitation. On va faire une table des matières. La première partie, ça va être la situation géographique et l'historique du projet Vesa et éventuellement de la mine Vesa. La géologie du gisement, dans un deuxième temps. Vesa aujourd'hui, sa production et ses ressources. Le mode d'exploitation et les défis qui vont être présentés par mon confrère Varun. Et finalement, le potentiel d'exploration à Vesa même. La situation géographique, la mine Vesa est à environ 25 km au sud de Matagami, grosso modo 150 km au nord de Amos. Son historique, en 1940, ça a été la première découverte dans un secteur prometteur qui avait une particularité dans le paysage, c'est qu'il n'y avait pas d'affleurement. Le premier indice a été trouvé le long de la rivière Allard, qui est à quelques centaines de mètres du gisement lui-même, où il y avait justement quelques affleurements, puis un affleurement qui était prometteur. C'était en 1988 que le gisement a été découvert. Si je me souviens bien, ça s'appelait Palliser Dundee. En 1989, Agnico Eagle acquiert le projet et il travaille sur ce projet-là pour en arriver en 1993 à décider de creuser un puits, puis de faire un échantillon en vrac. Donc, la première phase du projet a été d'aller en bas du 300. Les numéros que je vous donne là, c'est des mètres de profondeur. Donc, c'est 200 mètres, 300 mètres. Fait que le premier puits a été un peu en bas du 300. Les deux niveaux ont été développés et la veine a été exploitée, ouverte en tant que niveau, ce qui a permis un échantillon en vrac. L'échantillon en vrac a été traité à la mine Selby à cette année-là. Puis, en finissant ce projet-là, une galerie d'exploration a été amenée vers le sud pour pouvoir forer en profondeur, voir la continuité du gisement. Puis, ça s'est avéré que, effectivement, le gisement continue en profondeur. Donc, en 1997, Agnico Eagle a approfondi le shaft à sa profondeur actuelle, qui est environ 720 mètres de profondeur. Et ils ont fait un deuxième échantillon en vrac. Ils ont développé le niveau 550 et 650. Pendant cette période-là, la mine Selby a fermé. Donc, pour traiter ce minerai-là, il a fallu le faire à la mine Laronde, qui était beaucoup plus loin. 1997, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu une chute du prix de l'or. Puis, le projet, dans le fond, s'est trouvé à ne plus être rentable. Donc, Agnico a mis fin aux activités sur le site. Par contre, vraiment à leur crédit, ils ont maintenu pendant toute la période de fermeture une surveillance sur le site. Le treuil est resté sur le site. Puis l'électricité, tout. Donc, il y a eu une mise en veille du site lui-même, même si la mine a été noyée. Ce qui fait qu'en 2010, North American Palladium, dans le temps, c'était Ressources Cadiscor. Puis peu de temps après, c'est devenu North American Palladium qui a acquis Cadiscor. Ils ont pris possession de la mine. Un petit peu l'histoire de ça, c'est que Agnico voulait s'assurer que ce gisement-là soit exploité. Ça fait que c'est peut-être pour tout ce temps-là que ça a pris pour avoir quelqu'un qui a acquis le projet, qui était sérieux pour le faire.
De 2010 à 2013, il y a eu l'exploitation du niveau 200 et 300. Surtout le 300, 200 en partie, puis le développement des niveaux 100 et 450. C'est à peu près qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme développement. En mars 2013, il y a eu la vente à Maudor qui ont créé Mine Orbec, puis la fermeture en 2013 du projet pour quelques années. En août 2015, Entrepreneur Promec a acquis la mine. En septembre 2015, la compagnie Ressources Notaoué a été formée par des actionnaire de Promec. Puis, il y a eu une participation de Redevance Aurifère Ossico qui a été mise sur le tapis. Puis en novembre 2015, on a eu le début des travaux de dénoyage et de la préparation. En janvier 2016, les premières tonnes ont été hissées. Pourquoi que les premières tonnes ont été hissées si rapidement? C'est qu'à la fermeture, en 2013, il y avait certains chantiers qui avaient été avancés jusqu'au point que certains chantiers étaient déjà forés. Ce qui nous a permis de commencer l'exploitation si rapidement que ça. Pendant qu'on a exploité ces zones-là qui étaient déjà en partie, on a préparé les autres en périphérie. En juin 2016, ça a été l'entrée en production commerciale, donc on est devenu mine FUASA. Actuellement, les ressources actuelles nous permettent de croire qu'on a encore un bon 2 ans d'exploitation. C'est sans compter l'exploration qui s'en vient. La géologie régionale. La mine VESA, qu'on voit ici, est là, est dans une ceinture de roches vertes qui s'appelle la ceinture Aricana-Turgeon, qui est au nord-ouest de la sous-province d'Abitibi. C'est une alternance de volcanique et de roches sédimentaires qui font vraiment là, dans une direction est-ouest. Oh, je vais revenir en arrière. Ce qui est interprété par certains auteurs, c'est que la mine VESA est sur une faille majeure qu'on peut suivre là, sur plusieurs centaines de kilomètres. On peut la suivre jusqu'à Casa-Verdi, puis à l'est vers Discovery, Florbain. Certains auteurs parlent même d'une faille d'ampleur de la faille Cadillac. Ce qui nuit le plus à l'exploration dans ce secteur-là, c'est l'absence d'affleurement. Ça fait que tout se fait par géophysique ou par interprétation à partir des forages. Donc, c'est un secteur qui est très difficile à explorer. Dans une vue un peu plus locale, on peut voir la mine VESA, la propriété qui est découpée, qu'on voit découpée ici. Les roches qui sont en vert, c'est les roches volcaniques, qui sont des basaltes. En bleu, c'est des sédiments qui sont essentiellement des grès walkie. Puis, si je vais sur l'autre, la mine VESA est vraiment au contact entre une bande volcanique et une bande sédimentaire. C'est interprété par certains auteurs également comme étant une faille. En orange, c'est des formations de fer, on peut voir. On peut remarquer à l'ouest qu'il y a une série de failles qui amènent un déplacement vers le nord des volcaniques et de tout l'ensemble, dans le fond. Puis, cette interprétation-là n'est pas nouvelle. Annico Eagle l'avait déjà identifié en forage. En forage, c'est bien clair que c'est ce genre de phénomène-là qui se produit. Un peu plus en détail encore, on peut voir les formations de fer. En rouge, c'est la veine.
j'appelle ça une veine, mais en réalité, c'est une zone minéralisée parce que c'est une zone silicifiée. On ne voit pas à Véza une veine de quartz comme on est habitué de voir dans un gisement aurifère. C'est une silicification de la roche en place. Fait qu'on reste dans une roche sédimentaire qui a été fortement silicifiée, puis que certaines études, on a un étudiant en maîtrise qui a travaillé dessus 2011-2012. Puis une des conclusions qu'il y a, c'est que probablement les formations de fer ont été la plomberie qui a amené l'or et les sulfures vers ce qu'on connaît présentement comme gisement. Puis c'est probablement une réaction physico-chimique là, qui a amené la déposition de l'or à cet endroit-là. En jaune, c'est des dikes qu'on rencontre seulement dans les volcaniques. C'est assez flagrant. On voit ces dikes-là qui arrivent sur la veine, mais ne la traversent jamais. Ça se tape vraiment sur... En gris, c'est une zone de transition où, en réalité, là, souvent, c'est très difficile d'identifier. Bon, on sort des volcaniques, puis on rentre dans les sédiments, c'est très altéré, puis c'est une zone tampon là, qu'on voit régulièrement. Là, je vous amène à une vue en coupe. À date, je vous ai montré des vues en plan. Si je peux vous donner un petit exemple de ce que ça représente, j'ai cette feuille de papier-là qui représente une veine, la veine Véza, exemple. À date, je vous ai montré le plan. Une vue en plan, c'est ce côté-là. Présentement, je vous montre une vue en section. Je vois l'autre aspect. Tout à l'heure, on va vous montrer une vue longitudinale qui montre vraiment la veine sur un autre angle. Fait que là, je vous présente une coupe de la veine en profondeur. Donc, on voit le puits ici à surface jusqu'à environ 720 mètres. Les niveaux qui sont développés. On voit la veine qui suit le contact des volcaniques et des sédiments. Ici, on a nos formations de fer qui descendent, puis le forage qui... c'est un peu une coupe typique. Comme on pouvait voir juste dans le diapo d'avant, la veine n'est pas rectiligne, exactement rectiligne. On voit qu'elle fait des ondulations. Mais ces ondulations-là, on la voit dans l'autre dimension, c'est-à-dire sur sa section. Ça fait que c'est des ondulations dans les deux sens un peu. On le voit dans les développements qu'on fait, horizontaux, puis dans les développements verticaux. Ce n'est pas si marqué que ça, mais ça demande des ajustements. En moyenne, la veine de vaisseau a entre 70 et 72 degrés de pendage, ce qui fait qu'à certains endroits, on va aller jusqu'à 65 degrés, à d'autres, peut-être à 80 degrés. Ça va jouer un petit peu comme ça. Le côté géologie est terminé. Véza aujourd'hui. Là, vous pouvez voir une chargeuse navette. C'est ce qu'on appelle un scoop. C'est ce qui nous sert de transport pour la roche cassée vers le puits. À Véza, on a 3 verges et demie et 2 verges et demie. C'est une mine qui est plutôt conventionnelle. Il y a une partie qui est sur le rail, puis une partie qui est sur pneumatique, mais c'est du petit équipement. J'ai voulu montrer ça pour montrer un peu l'aménagement du site. Cette photo-là est prise en haut du chevalement complètement. On voit les bureaux administratifs ici. Ici, c'est la sécherie, l'endroit où les travailleurs se changent pour aller sous terre. La salle de treuil est ici. L'entrepôt. On a les campements qui sont ici en arrière, la cuisine, la guérite.
Ce qu'on ne voit pas sur la photo, le garage est ici à côté. Puis la vue en arrière, ben, on voit la halle d'aminerai, la halle d'astérile. Puis à côté ici, il y a l'usine de traitement des eaux. Bon, la mine. Le propriétaire, c'est Ressources Nottawa. C'est une entreprise privée qui a été formée par des actionnaires de Promec. Le puits à 720 mètres de profondeur, 6 niveaux développés, on en a déjà parlé. La production prévue en 2018, on parle de 180 000 tonnes. C'est une moyenne de 15 000 tonnes par mois, grosso modo, pour 32 011. 32 011, ça représente une teneur de 5,5 grammes-tonnes. L'usinage, on le fait à l'usine Camflo de Corporation Aurifère Monarque, qui est à environ 250 km du site. C'est ça. Le capital humain, environ 130 employés qui sont logés sur le site. Ils ne sont pas tous en même temps. Les horaires sont 7-7, 7 jours de travail, 7 jours de congé, donc il y a une alternance. On parle d'environ 70 employés sur le site en même temps. Là. Une chose dont on est bien fier, c'est qu'on a passé le 9 février 1 an sans accident compensable. Puis on continue. On est rendu à plus de 400 jours actuellement. Pour une mine comme Vesa, qui est une mine plus conventionnelle, où on a à manipuler des foreuses conventionnelles, puis de l'équipement conventionnel, ben, on est très, très fiers de ce qu'on vient d'accomplir, dans le fond. Puis, pourquoi que ça marche présentement? Ben, moi, je me dis que c'est un bon mélange qu'on a fait de gens expérimentés, puis de jeunes de la relève, comme Varun en est un bon exemple. On a fait un mix là, à travers les équipes, que ce soit en ingénierie, en géologie, sous terre. Au niveau électrique, mécanique, on a un mélange de jeunes de la relève puis de gens expérimentés. Fait que ça crée une dynamique puis une proactivité. Les vieux se font pousser par les jeunes pour que ça marche, si on peut dire. Puis les vieux, ben, les remettre sur terre des fois. Les ressources minérales. Les chiffres que je vous présente ici, c'est des chiffres qui datent de 2015. La raison pourquoi que c'est 2015, je vous ai dit tout à l'heure que Ressources Nottawa est une compagnie privée. Donc, on n'a pas fait de mise à jour depuis 2015. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on fait des mises à jour locales, aux besoins. On fait le forage, on va aller voir qu'est-ce que ça donne pour cette zone-là. On ne va pas refaire un calcul global pour le changement qu'il y a eu localement. Fait que c'est un petit peu différent comme on fonctionne avec une compagnie privée à ce niveau-là. Fait qu'on parlait en 2015 d'1 million de tonnes à 6,56, donc 217 000 onces, avec une teneur de coupure de 4,20 grammes-tonnes. On a mis... Donc là, je vais vous parler plus côté méthode d'exploitation, opération puis ingénierie. Donc ici, je présente une longitudinale de la mine Vesa. Dans cette section, je vais vous parler des zones qu'on a exploitées, des zones en exploitation et des zones en développement. Donc, juste pour vous situer un peu dans la mine. Donc, la profondeur de la mine est environ 675 mètres. Tantôt, Valère vous a dit que le puits il descend jusqu'à 720 mètres. Mais le dernier niveau, c'est 675 mètres.
Donc, les zones qu'on a déjà exploitées, juste arranger ça. OK, les zones qu'on a déjà exploitées, toute la section au 300, ça a été exploité en 2011 et 2013. Donc, toute la section ici, la zone au 300, a été exploitée en 2011-2013. Par exploiter, je veux dire que les chantiers ont été forés, dynamités et soutirés. Ensuite, en 2016, on a tout exploité la zone 600. Désolé. Vous m'attendez dessus comme il faut? Oui, OK. Donc, en 2016, on a tout exploité la zone au 100. Et ensuite, en 2017, on est plus allé vers le fond de la mine parce que le grade était un peu plus élevé. Donc, toute la zone au C50 et une partie de zone au 550. Présentement, en 2018, on est tout en train d'exploiter la zone au 400. Donc, le côté est est en développement. Donc, la méthode de minage à Minbeza, comme le titre l'indique, c'est la méthode long trou. C'est une méthode couramment utilisée au Québec et à l'international. Donc, si je vous explique un peu la méthode, on a une zone minéralisée et on divise ces zones-là en chantiers. Donc, des chantiers, comme vous pouvez voir, toutes les couleurs représentent un chantier, donc un bloc de minerai. Pour avoir accès à cette zone à ces chantiers minéralisés-là, il faut faire un peu de développement. Donc, on part une galerie de roulage qu'on appelle. Ensuite, à partir de cette galerie de roulage-là, on développe une monterie verticale par la méthode Alimac. Une fois que la monterie est montée, la monterie verticale est montée, pour avoir accès au chantier, on développe des sous-niveaux. Donc, tout ce qui est en bleu. Donc, ça nous donne l'accès au chantier. À partir de ça, on apporte nos équipements de forage et on fore des trous verticaux vers le bas. Une fois que les trous sont complètement forés, on charge les trous, on dynamite le trou. Ensuite, on récupère le chantier, le minerai fragmenté dans les points de soutirage. Donc, c'est un peu comme ça la méthode de minage, donc la méthode long trou. Ensuite, les équipements de forage. On a deux types d'équipements de forage. L'équipement de forage principal, c'est la Stopemate. Donc, on utilise ça pour nos chantiers long trou. Donc c'est ça. L'équipement de forage, c'est le Stopemate de Boart Longyear. C'est une foreuse pneumatique hydraulique très populaire, utilisée dans les chantiers long trou. Si je vous parle un peu du forage, c'est une forage sur roue, donc facilement déplaçable. Ensuite, l'assemblage est très rapide. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il faut les monter dans les sous-niveaux. Donc, ça prend 10 heures pour assembler puis déssembler. Donc, 10 heures pour assembler. Et donc, 10 heures, c'est un quart de travail à Minbeza. Donc, facilement montable dans les sous-niveaux. Les trous de production, le diamètre des trous de production, c'est 2,5 pouces. Et donc, ça, c'est un des équipements principaux qu'on utilise, qui est le Stopemate de Boart Longyear. Ensuite, le deuxième équipement qu'on utilise aussi, c'est la bar and arm. Pourquoi le nom bar and arm? Comme vous pouvez le voir, tout le montage est fait à bras. Donc, bar, arm. Donc, tout est monté à bras. C'est une méthode conventionnelle, comme vous pouvez le voir. Donc, la foreuse est installée sur un poteau et supportée par 2 poteaux. À Minbeza, on utilise 4 poteaux parce qu'on a plus de stabilité et plus de rentabilité aussi. Tous les endroits que la Stopemate, donc tantôt je vous ai parlé de cette foreuse-là, donc tous les endroits que la Stopemate ne peut pas y aller, donc les chantiers plus narrow,
plus petit, on envoie le bar and arm. Tantôt, je vous ai pas expliqué le forage moyen de ces drills-là. C'est un bon opérateur est capable de driller 100 mètres, donc forer 100 mètres. Par rapport au bar and arm, par corps de travail. Par contre, la bar and arm, la rentabilité est un peu moins élevée, c'est-à-dire 50 mètres, un bon opérateur. Les équipements de développement, tantôt je vous ai dit qu'il faut développer les chantiers. Désolé, juste prendre de l'eau. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'il fallait développer les chantiers. Donc, tout le développement se fait par foreuse à béquille. En d'autres termes, c'est une jackleg. Donc, pour forer les trous de développement, ainsi que pour poser le soutènement. Donc, la jackleg, comme vous le savez, c'est assez difficile à manipuler. Le poids, c'est 120 livres et 150 livres. Donc, assez difficile. J'ai déjà manipulé, donc très difficile. Puis, sur une longue période, ça devient épuisant aussi. Donc, tous nos sous-niveaux, nos galeries de développement, on utilise la foreuse, la jackleg. Ensuite, ici, vous avez aussi une foreuse verticale, en d'autres termes, un stopper. Donc, ça a les mêmes caractéristiques que la jackleg. Donc, ça, c'est juste une petite vidéo pour vous dire comment on monte la monterie à l'IMAC, la monterie verticale. Oups. Juste couper le son. Couper le son ici. Non. Ouais. Donc, tantôt, je vous ai expliqué qu'on développe une galerie de roulage et à partir de cette galerie-là, pour avoir accès à monterie verticale, on utilise la méthode à l'IMAC. Donc, on installe donc, on développe la galerie de roulage et à partir de la galerie de roulage, on développe le monterie verticale en utilisant une plateforme à l'IMAC. Les équipements utilisés, c'est bien sûr la foreuse verticale. Donc, les opérateurs s'installent sur la plateforme et forent 2,4 mètres en blast, en dynamite. Ensuite, le support est installé. Une autre ronde de 2,4 mètres. Donc, c'est comme ça qu'on développe la monterie verticale. Ensuite, la chargeuse navette, elle vient soutirer le minerai déjà fragmenté. Et on continue comme ça. Jusqu'à temps d'atteindre les sous-niveaux et avoir accès au chantier. OK. Donc, les challenges qu'on a eu en ingénierie en 2017. Tantôt, je vous ai parlé qu'en 2017, on a exploité la zone OC50. Donc, nos chantiers, ils avaient une dimension maximale des chantiers de 26 mètres par 15 mètres, plus ou moins 3 mètres. Une fois les chantiers dynamités, ça nous donne des tonnes de 4000 à 4500 tonnes.
puis les piliers, ils étaient en quinconce. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'une fois qu'un chantier est blasté, on les soutire au point de soutirage. Donc, ça, c'est une analyse CMS qu'on a fait. Donc, une analyse CMS, c'est un Cabin Monitoring System. C'est un appareil qu'on installe dans des chantiers déjà dynamités. Puis, cet appareil-là fait une analyse en 3D et ça nous redonne des données. Donc, ça, c'est un plan typique de forage pour une section. Et on voit qu'on a la veine planifiée. Normalement, ça, c'est la géologie qui nous donne la veine planifiée. Donc, à partir de ça, on veut aller chercher vraiment la veine à l'intérieur. Donc, la géologie nous donne la veine planifiée. Puis, à partir de ça, on drille, on fore des trous parallèles à la veine. Puis, une fois le chantier dynamité, faut que ça soit à l'intérieur de la veine planifiée. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé au 650? C'est qu'on a eu des gros problèmes de dilution. Donc, vous pouvez voir que le CMS, ça, c'est la veine planifiée. Et une fois que le chantier a été foré et dynamité, ça overbreak, c'est-à-dire que la veine réalisée est à l'extérieur de la veine planifiée. Donc, ça, c'était un gros problème au 650, dans la zone 650. Et à partir de ça, on a fait des analyses, puis on a vu que nos chantiers étaient un peu plus... le span de nos chantiers était très large. Aussi, on a vu que nos corbes dans les sous-niveaux, le support de terrain n'était pas correct. Donc, on s'est rendu compte que le coulis de ciment, donc le ratio eau-ciment dans nos corbes, n'était pas optimal. Comme vous pouvez voir, dans les chantiers au 650, le ratio eau-ciment était supérieur que 0,5. Donc, le ciment était très liquide pour les câbles d'ancrage. Et on a vu aussi que nos équipements, la spindle pump, n'étaient pas capables de pomper un ratio de 0,35. La norme demande que le ciment doit être absolument à 0,35. Mais nous, pour nos chantiers au C50, le ratio au ciment était de 0,5. Donc, les câbles n'étaient pas optimales. On a fait des tests d'arrachement, puis des essais d'arrachement au chantier 650. Et nos câbles, comme je dis, n'étaient pas optimales, c'est-à-dire qu'ils tenaient environ 5 tonnes. Donc, après avoir tout corrigé ça, au 450, on a fait l'analyse, on a amélioré les câbles. Et côté contrôle de terrain aussi, on a diminué les spans de nos chantiers. Donc, on a porté ça à 15 mètres. Donc, on est passé de 26 mètres au 650. On a diminué de 42% nos chantiers. C'est-à-dire, on les a portés à 15 mètres. Les piliers, tantôt je vous dis que dans la zone 650, on a fait les piliers en quinconce. Là, on a changé ça en colonne. Et on a optimisé nos câbles aussi. Et après, donc, ça, c'est les résultats que ça a donné. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on a fait de différent au 550, puis au 650 et dans la zone du 450, c'est qu'on a arpenté nos trous. C'est une pratique très importante en forage dynamitage. C'est-à-dire que lorsqu'on donne des plans, il faut absolument arpenter les trous une fois qu'ils sont forés. Parce qu'on veut que nos trous soient dans la zone planifiée. Donc, c'est important d'arpenter nos trous sous terre. Donc, ça, c'est une pratique qu'on a fait au 450. Donc, en optimisant nos câbles, en arpentant nos trous et en diminuant nos chantiers, le span de nos chantiers, ça, c'est les résultats qu'on a présentement au 450. Donc, la veine planifiée que la géologie nous a donnée. Ensuite, la veine dynamitée, c'est-à-dire une fois que le chantier a été dynamité, vous pouvez voir que c'est quand même très impressionnant. On est à l'intérieur de la veine. Donc, si je vous montre au 650, donc vous pouvez voir qu'on est quand même à l'extérieur de la veine planifiée. Puis avec tous les changements, donc les câbles d'ancrage,
la dimension de nos chantiers, ainsi que l'arpentage des trous. Les résultats au 4,50 sont très impressionnants, donc pas de dilution. Donc, donner sa valeur. Seulement pour m'entendez-vous? Oui? OK. Seulement pour compléter qu'est-ce que mon confrère disait. On peut voir ici les chantiers avec les largeurs plus larges, avec les piliers qui sont en quinconce. Puis, qu'est-ce qu'on exploite présentement? On a fait ce chantier-là en 2017, on l'a terminé au début 2018. On voit vraiment les piliers en colonne. Puis les résultats là, sont vraiment impressionnants. Là. La différence est vraiment là. Une chose que Varun a peut-être oublié de vous dire, c'est que quand on est passé du 200 au 650, il y a un facteur. On a appliqué la même méthode qu'au 200 qui avait assez bien réussi. Pourquoi qu'au 650, ça n'a pas réussi? C'est la pression dans le terrain. C'est un facteur qu'on avait négligé à ce moment-là. L'exploration à Véza. Présentement, le dernier forage au diamant est à environ 1000 mètres de profondeur. On est au 650 ici. On a encore des ressources, même qu'on est en train de transformer ça en réserve. On devrait démarrer là, le développement en profondeur vers la moitié de cette année. Donc, il y a un secteur ici qui fait partie du 2 ans de vie encore. Puis, le forage, l'exploration, là, il y a un bon potentiel ici. Là. Le dernier trou à 1000 mètres là, donne encore des teneurs qui sont très intéressantes. Donc, il y a un bon potentiel de continuer de ce côté-là. À l'est, il y a plusieurs trous qui ont été faits. La zone a été intersectée, mais elle n'est pas économique. Qu'est-ce qu'on a foré? C'est une couple de centaines de mètres dans le prolongement. Puis, il n'y a rien d'économique qui est sorti de ce côté-là. À l'ouest, je reviens avec ma vue en plan de tout à l'heure. On a le gisement qui est ici. Puis, si on revient sur la longitudinale, la première faille, grosso modo, est ici. J'ai quelques forages au niveau du 200, 300, 550, que c'est très, très clair qu'on traverse la faille, puis qu'on change complètement de contexte géologique. On voit que la continuité n'est pas là. Donc, c'est assez clair que le gisement vient se taper ici. Des forages qui ont été faits dans le passé, il y a quelques-uns qui ont été faits en 2012, montrent que la zone est identifiable encore au contact des volcaniques et des sédiments. Sauf qu'elle n'est pas économique là non plus. La campagne qu'on a faite en 2012, qu'est-ce qui est sorti d'intéressant dans ce secteur-là? C'est qu'on a eu quelques valeurs dans les formations de fer. Puis des valeurs économiques, avec des largeurs économiques. Donc, ça a créé une certaine réflexion. Donc, le potentiel d'exploration de ce côté-là, va pas nécessairement, le meilleur potentiel n'est pas nécessairement sur le contact, mais il faudrait un peu mieux comprendre les formations de fer, voir si on ne pourrait pas rencontrer un phénomène qui est semblable à ce qu'on rencontre ici, mais à l'intérieur des sédiments qui recoupent les formations de fer. Fait que c'est le défi qu'on a dans les prochains mois, prochaines années, pour mieux comprendre l'Ouest. Puis, en fait, il y a un bon potentiel là, de ce côté-là
en exploration. Fait que on voit la limite de la propriété ici, là. Fait que ça, c'est la rivière à l'or. La découverte originale s'est faite dans ces alentours-là, là, dans ces coins-là. Fait qu'on peut voir qu'il y avait quelques centaines de mètres entre les... même 1 kilomètre. C'est ce qui complète la présentation. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Non. Non, on n'a pas de problème avec ça. Oui. Oui, magnétite, on a un altérateur. Ah, OK, d'accord. Monsieur veut savoir si les formations de fer dans lesquelles je parle, là, c'est la magnétite. Oui, c'est de la magnétite. On a de l'hématisation, on a du jaspe, du chert aussi à des endroits. Fait que on a vraiment des formations de fer, là. Oui, les dikes, vous voulez savoir les dikes s'ils sont, qu'on voit dans les volcaniques, là, si c'est vraiment felsique? Oui, c'est vraiment felsique. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne traversent pas. Oui. Oui, je m'en souviens très bien. C'est moi qui l'ai chapeauté. L'étudiant qui a fait sa maîtrise en 2011-2012 s'appelle Maxime Bouchard, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bienvenue. Oui. Non, on n'en voit pas. Les sédiments, c'est des grey-walkie. Oh. Oui, parce qu'on a avec ça des siltstones, voyons, des argilites. Ah, excuse. Non, ils vont pas, ça reste fin. Ça reste tout le temps fin, des grès qu'on rencontre. Non, on ne voit pas de fragments dans des... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça reste tout le temps très fin comme granulométrie. On ne fait pas d'exploration présentement. On se concentre présentement dans le bas de la mine, faire la définition. J'ai un petit programme d'exploration qui est prévu cette année, mais ça va être une combinaison de géophysique. Il faut faire un petit peu de géophysique, puis peut-être un peu de forage. Mais c'est... présentement, on a, comme relevé géophysique, on a un relevé électromagnétique aéroporté qui date de 2010. Puis à ça, je voudrais combiner une PP pour essayer de voir là, des combinaisons. Là, le mag des formations de fer sort très, très bien, bien entendu. Là, j'aurais besoin de savoir, est-ce qu'il y a des zones minéralisées qui peuvent recouper ces zones de formation de fer-là? Fait que c'est un petit peu l'approche. Je vais aller avec monsieur là-bas.
Oui, je vous comprends. Mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur ça. Je ne suis pas impliqué au niveau de la direction à ce niveau-là. Je vous inviterai à contacter les dirigeants de Promec pour répondre à votre question. Ça va me faire plaisir, monsieur. Bienvenue. Oui, excusez, en arrière. Après. Le seul intrusif qu'on voit, c'est un dike de diabase qui traverse de nord-est-sud-ouest le gisement, qui recoupe complètement le gisement à l'est. C'est le seul intrusif qu'on voit. Puis les dikes effectifs. OK. Qu'est-ce qui contrôle la minéralisation à Vesa? C'est un petit peu comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'étude qui a été faite par l'étudiant en maîtrise, Maxime Bouchard, venait un peu à la conclusion que probablement c'est les formations de fer, la rencontre des formations de fer avec cette structure-là qui a créé une déposition. C'est à peu près le critère qu'on va utiliser pour aller explorer vers l'ouest. Donc, on connaît la signature des formations de fer avec le levé électromagnétique. Puis, avec une PP, on va essayer de trouver une signature en sulfure. Il y a suffisamment de sulfure pour avoir une signature. Donc, c'est un petit peu ça, la stratégie qu'il va y avoir pour aller vers l'ouest, pour l'exploration. Dans le fond, c'est le même principe qu'on essaye de répéter. Oui, exactement. Ah, c'est quand même minime. On joue entre 3 et 5-6%. On a des pics à 10% de sulfure, mais habituellement, dans la zone silicifiée, là, ça joue entre 3 et 5%, 7% maximum. Il n'y en a pas tellement. Oui. Oh, le taux de dilution. OK, donc la madame m'a demandé au C50 c'était quoi le taux de dilution en pourcentage. Donc notre taux de dilution était environ de 50%. Donc qui était très 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 élevé. Ensuite au 450, comme vous l'avez vu, on n'a pas vraiment d'overbreak. Donc on mine directement la veine. C'est sûr que le CMS a été passé 2 jours après le blast. Et après ça, c'est sûr que la gravité va faire le travail, puis ça va kéver un peu. Donc, ça répond à ta question. C'est bon? Oui. Non, non, très très fin. Les failles qu'on va rencontrer ils ont des déplacements très très minimes à l'intérieur de la zone. À l'extérieur, c'est les failles majeures qu'on voit à l'ouest. Puis quand on traverse ces failles-là, c'est des zones très très fracturées, schisteuses. Le terrain ne se tient pas du tout, là. Fait que sont assez évidentes ces failles-là. Mais ailleurs,
à moins que ce soit des failles dans la même direction que notre forage, donc perpendiculaire au gisement. Mais on n'a pas rencontré de failles. Non, non. C'est vraiment une silification de la roche qu'on voit. Or, la carbonatisation, on la rencontre dans les volcaniques. Mais dès qu'on s'approche du contact, la carbonisation elle disparaît. À quelques mètres du contact, on voit disparaître la carbonisation complètement. Puis dans les Grey Walkie, non. Non, on exploite, les minéraux qu'on exploite, c'est seulement l'or qu'on récupère. Il y a des traces de chalcopyrite, des traces de sphalérite qu'on voit, mais rien en quantité suffisante pour qu'on puisse récupérer. C'est exclusivement de l'or qu'on exploite. Oui, il y en a un peu. Il y a un peu d'argent comme typiquement là, dans les gisements d'or. Oui. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, donc c'est une bonne question. En fait, on avait 6 niveaux principaux, OK? Partant du 100, 200, 300, 450, 550 et 600. C'est ces 6 niveaux principaux-là qui donnent l'accès au gisement. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ces 6 niveaux-là. Les autres... Non, je pense que je comprends. Je comprends la question. Excusez. À l'origine, quand le puits a été percé, il y a des stations qui ont été percées aux 50 mètres. Dans la première phase, il y a eu le niveau 200 qui a été développé, niveau 300. Dans la deuxième phase, 450, 550. Mais si on descend dans le puits, il y a des stations qui sont découpées à toutes les 50 mètres. C'est une question d'économie. Ce n'est pas une question de gisement, c'est une question d'économie. En développant 6 niveaux, puis en exploitant entre ces niveaux-là, ben, on sauve énormément de développement à ce moment-là. On a modifié le fait qu'on performe mieux n'a pas nécessairement rapport à la distance qu'on a mis entre les sous-niveaux. Au début, dans les premiers chantiers, on a mis aux 15 mètres. Aux 15 mètres, ça nous permettait de percer des trous qui défonçaient dans les sous-niveaux inférieurs. Mais c'est beaucoup plus les largeurs de minage qui n'étaient pas adéquates. Parce que là, dans la zone où on réussit mieux, on est passé à des sous-niveaux aux 30 mètres. Puis on a des meilleures performances. À l'exercice, on a une bonne idée, là. Dire quel teneur qu'il va y avoir, c'est plus difficile, mais on peut quand même le voir un peu. Mais avec l'œil exercé, on l'identifie clairement. Oui.
Non, la méthode de développement qu'on utilise, tous les développements qui sont dans le minerai sont suivis par un géologue ou technicien. À la fin du développement, on va marquer la veine au complet, puis on la fait arpenter. Comme ça, on va aller chercher la précision optimale entre dans le forage. C'est près de Malartic. Non, parce que à Matagami, l'exploitation, c'est le zinc. Donc, ils sont installés pour le zinc. OK? C'est pas pour l'or. Oui. Oui. C'est la pyrite. La pyrite, on a fait les sulfures, l'or est contenu aux alentours de la pyrite et à l'intérieur de la pyrite. J'ai fait faire une petite étude métallurgique, là, puis qu'est-ce qui est particulier un peu avec VESA, c'est que l'or est très, très, très fine. Puis il y en a même des grains qui sont à l'intérieur des grains de pyrite. Donc ces grains-là sont très difficiles à aller chercher, à libérer. Ce qui fait qu'on a peut-être une récupération qui est plus basse qu'une mine conventionnelle qu'on connaît dans le quartz avec l'or plus en périphérie. Fait que la récupération tourne autour de 93 %, plutôt que ça tende à 96, 97, 98. Non, j'ai pas. Pour l'âge de la minéralisation par rapport aux roches environnantes, on n'a pas fait d'études dans ce sens-là. Fait que la chronologie, là, je ne peux pas vous la donner. Si je travaille à la mine? Non. De temps en temps. De temps. 1, 2, 2. Oui. Oui. OK. Bon, je t'ai pour répondre à monsieur. Oui, on a impliqué en 2015 des gens de la communauté de Picogan et les gens de la baie James pour les aviser du départ de projet. On a parlé de main-d'œuvre de votre côté et puis il y a eu des appels d'offres pour l'entretien du chemin qui ont été demandés à Picogan et puis divers travaux pour les gens de Picogan. Oui, on les a impliqués. Oui, hein, c'est me l'est. Joe Degène, directeur de Promec. OK. Merci. Tout était surveillé, mais lui aussi, il est surveillé par la caméra. S'il y en a qui n'ont pas pu signer la feuille de présence, je ne sais pas où elle est rendue, mais elle est là ici. Quand je vais la mettre en avant, venez la signer. Les attestations de présence, je vais vous envoyer le courriel avec la présentation de ce soir, le PDF de la présentation.
Vous pourrez m'envoyer un courriel pour me la demander par retour de courriel. Ils sont restés sur la photocopieuse. Les revues qui étaient à l'entrée, n'oubliez pas, sont gratuites. Vous pouvez les prendre sans problème. La prochaine conférence, ça va à Amos ici, ça va être le 10 avril par M. Michel Fontaine d'Albert Manning qui va venir nous parler d'intelligence artificielle dans le secteur minier. On a une activité de cabane à sucre en fin de semaine. J'étais supposé vous inviter à venir y participer, mais c'est plein. Merci pour votre participation aux activités. La semaine minière du 30 avril au 5 mai s'en vient très, très rapidement. J'ai des feuilles d'horaire qui sont disponibles. C'est pas encore la version finale. Il y a encore quelques items que c'est écrieur à déterminer, là. Mais s'il y en a qui sont intéressés, il y a plusieurs activités, dont, entre autres, une visite du site minier VESA. Regarde, l'an passé, il y a eu une défaillance mécanique, mais ça n'arrive pas 2 fois de suite. Une autre petite invitation, vous êtes aussi invité à l'ouverture officielle des bureaux d'iOS à Val-d'Or jeudi 22 mars. Il organise un 5 à 7 dans le bâtiment Géopolis, là, suite 2550. Petit message. En parlant de petits messages, j'en ai un dernier pour vous autres avant de finir. Avec ça différemment. L'ICM, il y a plusieurs choses avec l'ICM. Il y a les branches à Rouen, à Val-d'Or, à Amos, mais il y a aussi la partie ICM nationale qu'il ne faut pas oublier. Comme ici, quand vous participez aux activités, il n'y a pas vraiment de membership comme tel. Aussitôt que vous participez ou vous désirez recevoir les adresses, les envois de courriel, vous devenez un membre, en fait, sur la liste d'envoi des activités. Mais il ne faut pas oublier de soutenir notre industrie minière, puis l'ICM national le fait, surtout en favorisant l'excellence dans le secteur minier, la formation des gens, s'assurer que nos ingénieurs, nos géologues sont à jour, puis qu'on a aussi en même temps des bonnes réserves et ressources. Je vous invite aussi à être membre de l'ICM national. N'oubliez-le pas, il n'y a pas juste les sections, il y a la partie nationale qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'était mon petit bout de publicitaire. Pour les conférenciers, on a toujours des cadeaux pour être sûr qu'ils soient bien habillés. Merci. Il y a aussi une toile qu'on offre toujours à nos conférenciers. Là, comme ils sont 2, j'espère que vous êtes dans le même bureau. Je vais inviter la peintre à venir faire la remise de la peinture. Ben, merci. Bonne fin de soirée, puis on se revoit à la conférence là, du 10